Allez, on va commencer. Alors, bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc, merci d'être venus aujourd'hui pour cette conférence que j'ai intitulée Le monde fantastique de la mécanique quantique. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Christopher Vautrin. Donc, je suis professeur de physique-chimie ici en PTSI depuis cette année. Mais avant ça, je travaillais, notamment lors de mon doctorat, dans un laboratoire où on fait de la mécanique quantique. Et je vais essayer, lors de cette conférence, de vous donner quelques notions, de vous expliquer ce qu'est vraiment la notion, ce qu'est vraiment la mécanique quantique. Parce que, a priori, on ne vous l'a jamais vraiment expliqué. Et pour une simple et bonne raison, c'est que la mécanique quantique, c'est une mécanique qui régit le monde du tout petit. Et donc, on ne la voit pas directement. Et en général, et c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que la plupart des effets en mécanique quantique sont complètement contre-intuitifs. Et donc, c'est très difficile de l'expliquer. C'est pour ça que vous en avez peut-être déjà entendu parler. On vous a peut-être déjà donné le terme de mécanique quantique, mais on ne vous a jamais vraiment expliqué ce que c'était. Alors, commençons. Avant toute chose, on va commencer par une petite expérience introductive. Ici, j'ai ce qu'on appelle un cuprate. Okay, c'est une pastille de céramique, une céramique particulière, donc c'est YBaCuO. Et cette pastille, on va voir qu'elle a certaines propriétés particulières. Pour l'instant, la pastille est à température ambiante. Là, j'ai un petit aimant qui est aussi à température ambiante. Je peux rapprocher les deux, il ne se passe rien. Okay, on va faire exactement la même expérience, mais à froid. Pour faire cette expérience à froid, ce que je fais, je vais prendre une pastille de céramique comme celle-ci et je vais la mettre dans l'azote liquide. Azote liquide, donc, à 77 Kelvin, donc environ moins 200 degrés Celsius. Donc je vais attendre que ça refroidisse, je pose l'aimant au-dessus. Il faut attendre un petit peu. En fait, il faut attendre que la pastille du coup de céramique se refroidisse. Et ce qu'on constate, je ne sais pas si vous le voyez, on peut le voir en fait si... On peut le voir en fait si je lève du coup l'aimant, la pastille supra est attirée avec. En fait, l'un est attiré avec l'autre, et on a l'aimant qui en fait, alors on ne le voit pas très bien, qui est en lévitation au-dessus de la supra, au-dessus de, voilà, l'aimant qui est en lévitation au-dessus de la pastille de céramique. Okay, alors cette expérience et cet effet, c'est pas juste un effet théorique, etc., qu'on fait dans les laboratoires de physique, parce que c'est utilisé en fait, en vrai. Et c'est exactement le principe qui est utilisé dans le train japonais, qu'on appelle le maglev. Pour faire la démonstration du train japonais, eh bien, ce que je vais faire, je vais placer une pastille de supraconducteur, une pastille de céramique ici, et je vais également la refroidir. Donc là, j'ai un rail qui est fait à base d'aimant. Pour la refroidir, je vais mettre de l'azote liquide dedans. Ok, donc on va laisser refroidir. Si vous n'avez pas bien vu, ceux qui sont au fond, vous pourrez venir voir à la fin, je la referai. Je pense qu'on y est. Hop. Et ce qu'on constate, alors là, ceux qui sont au premier rang, vous le voyez très bien, c'est que en fait, le supra, il lévite au-dessus. Donc juste en mettant une petite impulsion, j'arrive à donner suffisamment d'énergie pour que le petit train, donc c'est l'équivalent du maglev, ait suffisamment d'énergie pour bouger. Et comme la pastille lévite au-dessus des rails, on élimine complètement les frottements avec le rail. Et c'est pour ça qu'on a besoin de très peu d'énergie pour faire fonctionner le train japonais. Okay, bon, il faut de l'énergie quand même pour refroidir. Okay, toujours nuancé. Et ce qu'on constate également, c'est que le train ne déraille pas. Ce train-là, il y a des effets particuliers qui font qu'il ne déraillera jamais. Okay,
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la supraconductivité. Et pour expliquer la supraconductivité, eh ben, on ne peut pas utiliser simplement la mécanique newtonienne, la mécanique que vous voyez au lycée. On a besoin de faire appel à la mécanique quantique. Et donc, le but de cette conférence, c'est de vous donner les notions nécessaires et suffisantes en mécanique quantique pour pouvoir comprendre cette expérience. Alors, avant d'étudier les différents essais, essayons de comprendre comment la mécanique quantique est née. Donc, c'est une science qui est née, qui est assez récente en fait. Si on fait un bilan de la physique à la fin du XXe siècle, donc au début des années 1900, eh bien la physique était basée sur deux piliers distincts. On avait d'un côté la physique des particules, c'était les équations qui régissaient donc les particules, que ce soit le mouvement des particules macroscopiques, donc des balles, des boulets de canon, etc., tirs paraboliques comme vous avez déjà fait au lycée, etc., ou les particules microscopiques. Et d'un autre côté, on avait la physique des ondes, que ce soit les ondes électromagnétiques, par exemple le champ magnétique terrestre, ou les ondes mécaniques, typiquement la houle qui est une onde à la surface de l'eau. Et ces deux piliers étaient bien distincts. On expliquait tous les phénomènes soit en faisant appel à un pilier, soit en faisant appel à l'autre. Cependant, dans les années 1900, il y avait quand même deux phénomènes en particulier que les physiciens n'arrivaient pas à expliquer. Et les physiciens, ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à expliquer ces deux phénomènes à cause des ingénieurs, puisque leur instrument de mesure n'était pas assez précis. Okay, donc les physiciens, ils disaient c'est pas un problème de théorie de la physique, c'est juste qu'on n'a pas les bons instruments pour expliquer ça. Ces deux phénomènes, c'était quoi? C'était le rayonnement du corps noir, c'est-à-dire la façon dont un corps chauffé émet de la lumière, et l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique qui a été découvert en 1887 par Hertz. Alors l'effet photoélectrique, donc vous êtes beaucoup à avoir déjà vu ce que c'est que si on émet un rayonnement lumineux sur une plaque métallique, donc dans l'expérience initiale de Hertz, c'était une plaque de zinc, eh bien on constate qu'on va avoir des électrons qui vont être arrachés de la plaque métallique, et si on ferme un circuit, on va pouvoir collecter un courant. En supposant que la lumière est une onde électromagnétique, et ça c'était une certitude pour les physiciens en 1887, la lumière est une onde électromagnétique, ils en étaient certains, on verra plus tard pourquoi. Et du coup avec ce modèle en disant que la lumière est une onde électromagnétique, eh bien on s'attendait à avoir une augmentation du courant collecté si on augmente la fréquence de l'onde lumineuse, et si l'intensité lumineuse augmente, on s'attendait à avoir une énergie des électrons qui sont arrachés qui est plus grande. Pourtant, l'expérience a montré complètement le contraire. C'est-à-dire, si la fréquence de l'onde lumineuse augmente, l'énergie des électrons arrachés augmente, et si l'intensité lumineuse augmente, l'intensité électrique augmente. Et ça, les physiciens n'arrivaient pas du tout à l'expliquer avec le modèle classique qui dit que la lumière est une onde électromagnétique. Okay, et ça, c'était jusqu'à ce qu'un grand physicien que vous connaissez tous se penche sur le problème, évidemment, Einstein. Einstein, bon, il s'est un peu penché sur le problème, il a dit, bah en fait, c'est pas si compliqué que ça, et en 1905, il a publié un article assez mémorable, où il dit que l'effet photoélectrique, on peut l'expliquer en disant que la lumière n'est pas simplement une onde, mais que la lumière est composée de grains d'énergie, qu'il a appelés quanta d'énergie, et ces grains d'énergie sont assimilables à des particules dont la masse est nulle. Okay, c'est seulement quelques années plus tard, dans les années 20, qu'on a associé un nom à ces particules de masse nulle et surtout qu'on les a mesurées. On a appelé ça le photon. Okay, et le génie d'Einstein, ça a été en plus de réussir à relier l'énergie de ces particules de masse nulle, donc des photons, à la fréquence de l'onde lumineuse qui est associée, via la fameuse relation de Planck-Einstein, que vous avez également vue en première année de prépa, E égale h mu, avec h qui est la constante de Planck, Planck qui était le physicien qui lui avait expliqué de façon mathématique seulement le rayonnement du corps noir, c'est-à-dire le rayonnement des corps chauffés. Et c'est ça vraiment le point de départ de la naissance de la mécanique quantique. Et c'est à partir de ce moment-là que tous les grands cerveaux de ce monde, quasiment tous les grands physiciens, tous les grands mathématiciens également, mais également des philosophes, se sont penchés pour donner un cadre et expliquer ce qu'est la mécanique quantique. Et c'est ainsi que 20 ans plus tard, les premières applications qu'on verra à la fin sont nées de la théorie de la mécanique quantique, et ces applications, aujourd'hui, on constate en fait qu'elles ont littéralement révolutionné le monde qu'on connaît. Alors voyons quelques effets en particulier de la mécanique quantique. Le premier effet intéressant et dont on va avoir besoin, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Donc ça aurait dû un peu vous choquer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, parce que je vous ai dit que la lumière est une onde électromagnétique, et ça les physiciens en sont sûrs, et je vous dis également que c'est composé de petites particules, c'est les photons. Comment est-ce que la lumière peut être à la fois une onde et composée de particules?
C'est une onde, c'est sûr, je vous l'ai dit, parce qu'il y a plein d'expériences historiques qui montrent que la lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est par exemple ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction, c'est quoi? C'est lorsque vous faites passer une onde dans un obstacle qui a une taille caractéristique qui est comparable à la longueur d'onde de l'onde, ici, eh bien on va avoir un phénomène de diffraction, c'est-à-dire on va avoir le front d'onde qui va être déformé, et surtout on va avoir une onde à des endroits auxquels on ne s'attend pas si on n'a pas ce modèle ondulatoire. Okay, et ça, on constate qu'on a exactement la même chose lorsqu'on fait passer de la lumière dans une fente avec la largeur de la fente qui est de taille comparable à la longueur d'onde du laser. On a de la lumière à des endroits auxquels on ne s'attendrait pas sans ce phénomène de diffraction. C'est également le phénomène d'interférence. Le phénomène d'interférence, c'est quoi? Lorsque vous créez deux ondes. Donc ici, c'est par exemple deux ondes créées à la surface de l'eau, avec des petits excitateurs ici, qui crachent des pulses d'air. Eh bien, on va avoir des endroits où l'onde résultante, c'est-à-dire la somme des deux ondes, va être minimale. C'est par exemple lorsqu'un maximal d'une onde va correspondre à un minimal de l'autre. Donc les deux vont s'annihiler et on va avoir une onde résultante qui est nulle. C'est par exemple ce qu'on a ici. Et il y a des endroits, lorsque les deux ondes vont être maximales en même temps, on va avoir une onde résultante qui est maximale. Et c'est ce qu'on constate. On a exactement la même chose pour la lumière, puisque lorsqu'on fait passer de la lumière dans deux fentes, on va constater qu'à la sortie, si on met un écran, on aura des endroits où on aura un maximal d'intensité lumineuse et des endroits où on aura un minimum. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle des franges lumineuses, et ça, c'est ce qu'on appelle des franges sombres. Et ces deux expériences-là nous prouvent avec certitude que la lumière est une onde électromagnétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Einstein, il avait tort. On peut se poser la question, les physiciens se sont posé la question, et une de leurs hypothèses, c'était de dire qu'en fait, effectivement, la lumière est composée de photons, mais c'est seulement lorsque tous ces photons sont ensemble qu'ils vont avoir un comportement collectif qui fait qu'ils se comportent comme une onde. On peut prendre un exemple très parlant, c'est l'exemple de supporters de foot dans un stade. Chaque supporter, pris indépendamment, peut être considéré comme un corpuscule, une particule, mais c'est lorsque vous allez prendre tous les supporters ensemble qui vont avoir un comportement collectif, par exemple pour faire une ola, que là on va voir apparaître une onde. Okay, donc pour qu'on ait une ola dans un stade de foot, c'est-à-dire pour qu'on ait une onde, il faut qu'il y ait plein de supporters ensemble. Et c'est la même chose, c'était l'idée des physiciens qui disaient que pour que la lumière se comporte comme une onde, il faut qu'il y ait plein de photons ensemble. Et bien l'idée, ça a été de faire une expérience d'interférence, c'est-à-dire au lieu d'envoyer de la lumière dans deux fentes, eh bien on n'a pas envoyé de la lumière, mais on a envoyé des photons un par un, avec une source de photons unique. Donc si la lumière est composée de particules, les photons, on s'attend juste à voir les impacts des photons un par un apparaître sur l'écran. Et si la lumière est bien une onde, eh bien on s'attend à retrouver la figure d'interférence, c'est-à-dire une alternance de franges sombres et de franges lumineuses. Regardons la vidéo de l'expérience. Donc là, vous voyez apparaître les points lumineux qui correspondent en fait à l'impact du photon sur l'écran. Donc on voit bien que les photons, un par un, ils se comportent bien comme des particules. Et lorsque on va faire plein de fois la même expérience, okay, on va revoir apparaître la figure d'interférence. Et cette expérience, elle contredit complètement l'histoire de l'effet collectif, parce que là, il n'y a pas d'effet collectif, puisque les photons, on les envoie un par un. Donc le résultat de cette expérience, c'est de dire que la lumière est à la fois une onde et des particules. Chaque photon pris individuellement a aussi un comportement ondulatoire. C'est ce qu'on voit dans cette expérience. Et c'est derrière cette chose qui est assez difficile à conceptualiser qu'on a mis le terme de dualité onde-corpuscule. Alors là, il y a un jeune physicien français qui s'appelle Louis de Broglie qui s'est dit, puisqu'Einstein dit que les photons, qui sont des petites particules, se comportent comme une onde, eh bien pourquoi les petites particules qu'on connaît ne se comporteraient pas aussi comme des ondes? Et les petites particules qu'il connaissait à cette époque-là, c'était quoi? C'était les électrons, les protons, les petits atomes, etc. Et donc l'idée de Louis de Broglie, ça a été de dire, effectivement, peut-être que toutes les particules microscopiques se comportent également comme une onde. Et donc il y a eu des expériences de fait, et notamment cette expérience où au lieu d'envoyer un faisceau lumineux dans un système d'interférence avec deux fentes, on a envoyé un faisceau d'électrons. Okay, donc là on voit les points d'impact de l'électron sur l'écran après les deux fentes. Donc là on voit bien les points d'impact, on a l'impression que ces points d'impact sont aléatoires, hein, on ne sait pas trop ce qu'on va obtenir à la fin. Par contre, si on répète plein de fois l'expérience, c'est-à-dire on envoie plein de fois un électron par un électron, et si on attend suffisamment, on va obtenir, donc ça la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu, si on attend suffisamment longtemps,
votre avis, qu'est-ce qu'on va obtenir, pour ceux qui ne savent pas? Bon, il y en a qui sont censés savoir. On va obtenir, là on commence à voir apparaître, on obtient une figure d'interférence, on voit qu'il y a des endroits où on va avoir beaucoup plus d'impact d'électrons, donc des franges lumineuses, et des endroits où ce sera plus sombre. Et donc, toutes les particules microscopiques, telles les électrons dans cette expérience, ont également un comportement ondulatoire. On va s'intéresser, maintenant qu'on a vu cette dualité onde-corpuscule qui ne marche pas que pour les photons, mais également pour toutes les particules microscopiques, on va voir un point important, qui est la mesure en mécanique quantique. Alors si on reprend notre expérience d'interférence avec des électrons, je vous l'ai déjà dit, mais on a l'impression que les points d'impact sont complètement aléatoires. Okay, ça se voit bien, on a l'impression que c'est complètement aléatoire. Pourtant, si on attend suffisamment longtemps, à la fin, on voit apparaître une figure d'interférence. Ça veut dire que les points d'impact semblent en partie aléatoires, mais ils sont seulement en partie aléatoires, car ils doivent respecter la figure d'interférence. À la fin, où on a une frange sombre, il ne faut pas qu'il y ait d'impact d'électrons ou de photons à cet endroit-là. Donc c'est aléatoire, tout en respectant la figure d'interférence. Et c'est ça qui est important en mécanique quantique, c'est que la mesure est probabiliste, c'est-à-dire que je ne peux pas dire je vais mesurer l'électron à cet instant, à cet endroit. Je ne peux pas le dire en mécanique quantique, je n'ai pas le droit. Ce que je peux dire, c'est j'ai une probabilité de mesurer l'électron à cet endroit, à cet instant, qui est de temps. Et qu'est-ce qui va donner la probabilité de mesurer l'électron à cet endroit et à cet instant? Eh bien en fait, c'est l'intensité de l'onde lumineuse. Et donc si l'onde lumineuse est intense à un certain endroit, du coup la probabilité de mesurer l'électron ou le photon à cet endroit sera importante. Si l'intensité de l'onde lumineuse est faible, la probabilité de mesurer l'électron ou le photon à cet endroit est faible. Mais alors du coup, vous devriez encore être plus choqué par ce que je viens de dire, parce que le comportement ondulatoire, on est obligé de mettre deux fentes, mais du coup, ça veut dire que l'électron ou le photon, peu importe, il est passé par les deux fentes. On peut quand même se poser la question par quelle fente il est passé. Et l'idée des physiciens à ce moment-là, ça a été de rajouter un observateur au niveau des fentes. C'est simple, hein, pour savoir par quelle fente il est fait. Et par quelle fente l'électron est passé, bah, il suffit de regarder. Et donc, on va regarder cette vidéo. Hop là. On va regarder cette vidéo. C'est un petit résumé et on va rajouter l'observateur. Donc si la lumière, donc, par exemple c'est les photons, se comportent, donc on a des particules, on va juste obtenir les points des particules un par un sur l'écran. Si on envoie une onde, on va obtenir une figure d'interférence. Okay, ça on l'a vu. Okay, les minima d'intensité correspondant à des interférences destructives et les maxima correspondant à des interférences constructives. Si maintenant on envoie un objet quantique, donc ça c'est la représentation d'un objet quantique, hein, on ne sait pas ce que c'est, donc on représente ça par un nuage, par un truc comme ça, voilà, c'est la représentation d'un objet quantique. Tout ce qu'on sait, c'est que l'électron, on ne sait pas où il est, on sait simplement qu'il va faire un seul point d'impact, parce que c'est un électron. Okay, hop, à chaque fois on en envoie, et si on en envoie suffisamment, eh bien on va retrouver, encore une fois, notre figure d'interférence. On les envoie bien un par un, et à la fin, on a notre figure d'interférence. Si maintenant on rajoute un observateur pour savoir par quelle fente est passé l'électron ou le photon, là, on a mis un observateur. Et bien ce qui se passe, c'est qu'au moment où l'objet quantique va passer au niveau des fentes, eh bien, il va se comporter du coup comme une particule. Okay, parce qu'une particule ne peut pas passer par les deux fentes. Du coup, si on rajoute un observateur et que l'observateur voit que le photon est passé par là, du coup, ça veut dire qu'il n'est pas passé par là. C'est-à-dire qu'au moment de passer dans la fente, ce n'est plus un objet quantique, puisque c'est devenu une particule. Et donc, on perd la figure d'interférence en rajoutant un observateur. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est extrêmement important en mécanique quantique, c'est que la mesure perturbe le système microscopique. Dans cette expérience, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la mesure oblige le photon ou l'électron à se comporter comme une particule et à ne plus se comporter comme une onde. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça de façon très simple? Si vous voulez mesurer, par exemple, la trajectoire d'un boulet de canon, eh bien, pour mesurer la trajectoire du boulet de canon, il faut que vous preniez des photos, il faut que vous le regardiez. Pour le voir, le boulet de canon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que des photons de la lumière soient réfléchis, donc et rebondis sur le boulet de canon pour arriver à votre œil. Okay, mais un photon, ça a une énergie, une quantité de mouvement toute petite, comparée à l'énergie, à la quantité de mouvement du boulet de canon. C'est comme si, du coup, vous envoyiez des balles de golf sur une balle de bowling.
et ben la boule de bowling, elle n'aura pas du tout conscience que la balle de golf a rebondi sur elle. Par contre, si vous prenez un système microscopique et que vous essayez de mesurer la position d'un photon, pour mesurer la position d'un photon et pour le voir, et ben vous lui faites rebondir dessus un photon. Et quand vous envoyez une balle de golf sur une balle de golf, eh bien vous allez dévier la balle de golf en la mesurant. Et c'est exactement ce principe-là en mécanique quantique. On ne peut pas mesurer des systèmes microscopiques sans interagir avec eux, et donc sans modifier et sans perturber le système. Okay. Ben alors du coup, parce que je suis toujours pas sûr d'avoir compris tout ça, moi, mais ça veut dire que le photon, si on ne le regarde pas, il passe par les deux fentes. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Le principe de superposition, ça a été formalisé dans les années 20 par Schrödinger. C'est une expérience dont vous avez certainement déjà entendu parler. Donc je vous rassure, c'est une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été réalisée en vrai. On n'a pas tué des chats pour vérifier ça. L'expérience du chat de Schrödinger, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un chat vivant, c'est mieux, vous le mettez dans une boîte. Dans cette boîte, vous mettez également un atome de césium, qui est un atome radioactif, et un dispositif qui fait que si l'atome se désintègre, alors un marteau va casser une fiole de poison et le chat va mourir. Mais tant que l'atome ne s'est pas désintégré, la fiole de poison reste intacte et le chat reste vivant. Eh bien, le principe de superposition du chat de Schrödinger vous dit que tant que vous n'avez pas ouvert la boîte pour regarder si le chat il est vivant ou s'il est mort, eh bien le chat dans la boîte il est vivant et mort. Okay, et c'est seulement lorsque vous allez ouvrir la boîte que vous allez voir que le chat est soit vivant soit mort, mais il sera vivant ou mort, il ne sera pas les deux. Okay, tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, le chat sera vivant et mort. Et ça, en mécanique quantique, ça veut dire que tant qu'on ne fait pas de mesure, le système est dans une superposition de tous ces états possibles. Et c'est exactement la même chose pour nos photons dans notre expérience d'interférence. Tant qu'on ne va pas mesurer par quelle fente il est passé, le photon va être dans une superposition de deux états. Un état, je suis passé par la fente de gauche, et un état, je suis passé par la fente de droite. Et c'est ça qui fait apparaître la figure d'interférence. Ok, alors je disais que l'expérience du chat de Schrödinger, c'était une expérience très célèbre. On trouve une tonne d'images sur Internet, donc des images qui sont vraies. Ok, donc on recherche le chat de Schrödinger, mort et vivant, mais la dernière fois qu'on l'a vu, la boîte était fermée. Ça c'est important parce qu'il y a une autre image que j'ai trouvée sur Internet où ils disent que le résultat de la mesure, c'est un chat mort et vivant. Bah non, c'est faux, parce qu'on vient de voir que le résultat de la mesure, c'était soit un chat vivant, soit un chat mort. C'est donc qu'on ne fait pas la mesure, que le chat est mort et vivant. Et puis voilà, des petites images qui peuvent vous amuser. Alors, ce problème du principe de superposition du chat de Schrödinger, ça a beaucoup occupé les physiciens. Ça les a beaucoup fait débattre dans des dialogues qui sont assez célèbres aujourd'hui. Ça a aussi beaucoup occupé les philosophes. Ça pose quand même un problème philosophique. Okay, de dire que si je ne regarde pas le chat, il est mort et vivant. Quand même un problème philosophique derrière tout ça. Et c'est un problème en fait qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui, plus de 100 ans après. C'est un problème qui continue en fait à faire débattre les physiciens qui travaillent dans ce domaine-là. Et il y a 4 grandes écoles de pensée qui bataillent un petit peu dans le monde. On a d'abord l'école de ce qu'on appelle la décohérence quantique. La décohérence quantique nous dit que, oui, les états de superposition existent, okay, mais c'est les interactions avec l'extérieur qui tuent la superposition. Et le problème est que, pourquoi nous, dans notre monde macroscopique, on ne voit pas de superposition d'états? Parce que nous, on est des systèmes macroscopiques, donc composés de milliards de particules. Et c'est impossible de nous isoler complètement du monde extérieur. Okay, et donc nous, de toute façon, on ne peut pas être isolés. Donc forcément, on a des interactions, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans des états de superposition. Et pareil pour notre chat. Par contre, si vous prenez une particule microscopique, un électron, eh bien ça peut être plutôt facile en fait de l'isoler des interactions extérieures. Et oui, du coup, l'électron ou le photon, il va pouvoir avoir un état de superposition. Donc ça, c'est la première école qui explique pourquoi est-ce qu'il y a de la superposition dans le monde microscopique, mais que nous, on la voit pas. Deuxième école, c'est la théorie des matérialistes, qui dit à chaque mesure son univers. Cette théorie-là, qui est plutôt élégante parce qu'on ne peut pas la vérifier de toute façon, dit que si moi je fais l'expérience et je mesure un chat vivant, eh bien au moment où je mesure un chat vivant, il y a un univers parallèle qui se crée avec un autre moi qui mesure le chat mort. Okay, donc ça c'est une théorie de M. Everett, qui est bien représentée ici. Donc là, on a le monde tel qu'on le connaît. Donc si moi là, je suis dans ce monde-là où je vois le chat mort, eh bien, il y aura un monde parallèle où le chat aura été mesuré vivant, invérifiable, plutôt élégant. Cette théorie-là, ça a inspiré beaucoup d'auteurs de livres,
beaucoup de cinéastes. Il y a notamment une trilogie qui est assez célèbre de Philippe Pullman, À la croisée des mondes, qui explique exactement cette théorie de Everett. Et le premier tome de cette trilogie a été adapté au cinéma, dans un film qui s'appelle À la croisée des mondes, La boussole d'or, notamment avec Nicole Kidman. Hein, ça rigole pas. Alors, je vous dis qu'il y avait 4 écoles. Troisième école, c'est la théorie des matérialistes. Alors ça, c'est Einstein. Einstein, il disait le principe de superposition. J'y crois pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de cartésien. Vous me dites que le chat, il est mort et vivant. Franchement, je vous crois pas. C'est de la connerie. Et donc, Einstein, ce qu'il disait, c'est que la mécanique quantique est incomplète. Okay, et c'est parce que la théorie qu'on a de la mécanique quantique est incomplète qu'on fait une mauvaise interprétation mathématique des états de superposition. Et il disait, attendons quelques années qu'on ait la théorie complète, et on comprendra, du coup, de manière beaucoup plus simple et moins perturbante pour l'esprit humain, ce qu'est ce principe de superposition. Bon, 100 ans après, on n'a toujours pas compris. Et enfin, la dernière école de pensée, c'est les positivistes, donc représentés notamment par Niels Bohr, le fameux physicien allemand qui a beaucoup œuvré pour la mécanique quantique, qui dit, alors ça peut faire un sujet de bac au philo, ça, la physique quantique porte non pas sur la réalité, mais sur la connaissance que nous en avons. Okay, je vous laisse méditer sur cette phrase. Ce qu'il dit surtout, Bohr, c'est que ça marche, et c'est bien là l'essentiel. Okay, et juste pour illustrer les débats qui pouvaient exister entre les différentes écoles de pensée, il y a un très fameux dialogue entre Einstein et Bohr, où Einstein il a dit « Dieu ne joue pas au dé, moi j'y crois pas au principe de superposition. Okay, » Et Bohr lui a répondu « Mais qui êtes-vous, Albert Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Donc voilà, ça illustre quand même parfaitement tous les débats qu'il pouvait y avoir entre les physiciens sur ce principe de superposition qui est quand même très difficile à conceptualiser. Voilà, maintenant on va passer à quelques applications. Okay, et la première application qu'on va voir, notamment, c'est dû à un effet complètement inattendu de la mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle la quantification. Alors dans le monde macroscopique, toutes les grandeurs sont des grandeurs continues. Position, vitesse, énergie, etc. Si vous êtes sur l'autoroute, pour accéder de 0 à 100 km/h, vous passez par toutes les vitesses entre 0 et 100 km/h. En mécanique quantique, c'est pas vrai. On a certaines grandeurs qui sont contraintes à ne prendre que certaines valeurs. On dit qu'elles sont quantifiées. C'est de là que vient le terme mécanique quantique. C'est comme si vous étiez sur l'autoroute et que pour aller de 0 à 100 km/h, vous pouvez faire 0, 25, 25, 50, 50, 100. Okay, ça pourrait être assez brutal. Okay, heureusement que ça marche que pour la mécanique quantique. Un exemple de ces grandeurs qui sont quantifiées, c'est l'énergie d'un électron qui est confiné dans une petite boîte. Okay, et ça, c'est un modèle qui est intéressant parce que c'est un modèle qui permet d'expliquer l'énergie des électrons dans un atome. Donc, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu en cours. Donc, ce qui est intéressant avec l'énergie d'un électron dans une boîte de taille finie, qui peut prendre que certaines valeurs, c'est qu'on peut faire une analogie parfaite avec une corde vibrante. Okay, donc là, vous avez, grosso modo, ça représente la probabilité de trouver la particule en fonction de sa position dans la boîte et en fonction de l'énergie du coup de l'électron. Donc si l'électron a une énergie basse E1, on voit que la probabilité de mesurer l'électron au milieu de la boîte est la plus grande. Par contre, si l'électron a une énergie un peu supérieure E2, eh bien on voit que la probabilité de mesurer l'électron la plus grande est plutôt sur les bords de la boîte, et on a quasiment une probabilité nulle de mesurer l'électron au milieu de la boîte. Ça, c'est assez contre-intuitif. Mais ce qui est intéressant, c'est exactement analogue à, du coup, aux fréquences, enfin, aux formes de la corde en fonction de la fréquence de vibration. Okay, et donc, comme je vous l'ai dit, ce modèle permet d'exprimer l'énergie d'un électron dans un atome. Et là, on retrouve le graphe que vous avez vu en fait au lycée, sans qu'on vous explique ce que ça voulait dire, où on a vu que l'énergie de l'électron ne pouvait prendre que certaines valeurs, okay, certaines énergies qui sont donc quantifiées. Alors, des applications de cet effet, en fait, il y en a des tonnes. Premier effet, première application, c'est les diodes électroluminescentes. Là, on commence à en voir partout avec Noël. C'est énormément utilisé. Quel est le principe d'une diode électroluminescente? Vous avez un électron qui est dans son état fondamental, okay, donc dans son état de repos. Vous l'excitez, vous lui donnez une certaine énergie pour qu'il monte à un niveau au-dessus, par exemple en envoyant une impulsion électrique ou ce que vous voulez. Et bien l'électron, il n'a pas envie de rester excité, et de lui-même, il va retourner dans son état fondamental qui est de plus basse énergie, mais en retournant dans son état fondamental de plus basse énergie, il va émettre un photon dont la fréquence ou la longueur d'onde du photon va dépendre de la différence d'énergie entre les deux niveaux. Okay, et donc, pour différentes différences d'énergie, du coup, on va avoir des photons de différentes longueurs d'onde, de différentes couleurs, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des diodes électroluminescentes de différentes couleurs.
Deuxième effet, deuxième application à cet effet, c'est la fluorescence et la phosphorescence. Alors, c'est à peu près la même chose, mais en plus compliqué. La fluorescence, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un électron dans son état fondamental, vous l'excitez, donc toujours pareil avec par exemple une impulsion électrique, dans un niveau d'énergie plus haut. Lui, de façon spontanée, mais sans émettre de photons, il va se désexciter un petit peu, par palier. Par exemple, en donnant son énergie aux autres atomes du cristal. Okay, et d'un seul coup, il va se désexciter jusqu'à son niveau fondamental en émettant un photon. Ça, c'est ce qu'on appelle la fluorescence. Donc, c'est une désexcitation qui n'est pas directe comparée au diode électroluminescence. La phosphorescence, c'est encore un petit peu différent. Puisque ce qui se passe dans la phosphorescence, c'est l'électron qui a été excité, se désexcite par petits paliers sans émettre de photons. Mais surtout, ce qui est intéressant dans la phosphorescence, c'est que l'électron va pouvoir rester bloqué dans ce qu'on appelle un état intermédiaire pendant un temps qui est très grand en fait à l'échelle microscopique, parce que ce temps peut aller jusqu'à la seconde. Et c'est ça qui explique la phosphorescence. C'est quoi la phosphorescence? C'est quelque chose qui brille dans la nuit. Okay, c'est juste parce que l'électron peut rester bloqué dans ce niveau intermédiaire avant de réémettre son photon pendant plusieurs secondes. Et dernière application de cet effet, qui est certainement le plus grand succès de la mécanique quantique et qui a absolument révolutionné le monde parce qu'on en rencontre partout aujourd'hui, eh bien c'est le laser. Essayons de comprendre le fonctionnement du laser. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Allez, je vous laisse regarder la vidéo pour expliquer le fonctionnement du laser. Donc, ça c'est notre représentation quantique d'un atome. Donc on oublie le noyau avec l'électron qui gravite autour. En mécanique quantique, c'est pas vrai, ça n'a aucun sens. Nous, notre représentation, c'est on a un noyau central et on a un nuage électronique, c'est-à-dire, ça représente, si vous voulez, la probabilité de trouver l'électron autour du noyau. Ce qui se passe, c'est que quand l'énergie de l'électron augmente, eh bien, on a une probabilité de trouver l'électron plus loin. C'est pour ça qu'on a l'impression que la taille augmente. Et, je vais peut-être revenir parce que je ne suis pas allé assez vite. Et ce qui se passe, lorsque l'atome est excité, si vous envoyez un photon à la bonne fréquence dessus, eh bien, ça va désexciter l'électron qui va émettre un photon avec exactement la même longueur d'onde et avec exactement la même quantité de mouvement que le premier. Okay, et si vous faites ça entre deux miroirs, eh bien, pour le premier photon qui va désexciter le premier atome, ça va émettre deux photons, etc. C'est comme ça que vous allez avoir plein de photons qui vont dans la même direction et qui ont exactement la même fréquence. Entre deux miroirs, du coup, on va en avoir de plus en plus. Et il suffit de faire un petit trou ici pour sortir du coup le rayonnement. Et c'est exactement ça le principe du laser. Okay, donc c'est clairement des effets quantiques. Allez, on va passer à une deuxième grande application qui est aussi un grand succès de la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Alors je pense pas que vous en ayez déjà entendu parler, sauf pour certains. Alors l'effet tunnel, c'est quoi? En physique macroscopique, on sait qu'une particule ne peut pas traverser un mur. Okay, si vous foncez dans un mur, vous n'allez pas réussir à le traverser, sauf si vous appelez Harry Potter, ou sauf si vous êtes trop costaud et que vous cassez le mur. Mais bon, ça c'est un autre problème. En physique quantique, eh ben c'est pas vrai. En physique quantique, si la barrière est suffisamment fine, l'électron ou la particule, même si elle n'a pas assez d'énergie normalement pour passer au-delà de la barrière, eh bien la mécanique quantique nous dit qu'elle a quand même des chances de traverser. Okay, alors, reprenons encore une petite vidéo qui explique ça. Donc, je vous donnerai le site à la fin où je trouve toutes les vidéos, c'est un super site. Donc là, on retrouve notre représentation d'un objet quantique qu'on envoie sur une barrière. La barrière, là, elle est trop épaisse et l'objet quantique, il n'arrive pas à la traverser. Mais on voit qu'en fait, en diminuant la taille de la barrière, eh bien, on va augmenter la probabilité pour que la particule passe à travers. Okay, et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. En mécanique quantique, si une barrière est suffisamment fine, une particule a des chances de passer de l'autre côté de la barrière, même si elle n'a pas assez d'énergie, normalement, pour ça, si on explique ça d'un point de vue classique. Et ça, c'est utilisé dans ce qu'on appelle les microscopes à effet tunnel. Qu'est-ce qu'un microscope à effet tunnel? Donc là, vous avez des atomes, avec notre représentation du coup de l'atome, donc le nuage électronique, si vous voulez. Eh bien, si vous approchez la pointe suffisamment proche, eh bien, il y a une probabilité, une chance pour que l'électron traverse la barrière énergétique qui correspond à l'air en fait entre la pointe et l'atome pour être collecté dans la pointe. Okay, et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir sonder la matière. Dès lors qu'on va être au-dessus d'un atome et suffisamment proche de l'atome, évidemment, on va pouvoir avoir un signal électrique du fait de l'électron qui passe de l'atome à la pointe.
Ok, donc ça c'est résumé ici. Donc en général la pointe elle est très très fine, il y a juste un seul atome au bout, et c'est ça qui est très difficile à faire. Et là je vous ai mis des images qui ont été vraiment prises avec des microscopes à effet tunnel. Donc ça c'est du graphène, et là on reconnaît bien la structure en nid d'abeille du graphène. Donc le graphène c'est juste une structure avec des atomes de carbone, et ça c'est une plaque en or où on arrive à imager les atomes d'or un par un. Okay, donc ça, c'est deux images qui ont réellement été prises dans mon laboratoire, ancien laboratoire. Allez, on va passer à une troisième application, c'est l'antimatière. L'antimatière, c'est pareil, vous en avez déjà entendu parler, certainement. Okay, pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de choses dessus, que ce soit dans le cinéma, etc. Alors l'antimatière, pourquoi c'est un effet quantique? Simplement parce que c'est M. Dirac, mathématicien, qui s'est penché sur une des équations de la mécanique quantique et qui a constaté qu'il y avait deux solutions à cette équation. Une solution correspondant à la matière telle qu'on la connaît, qu'on appelle matière baryonique, donc c'est les protons, les électrons, la matière qui nous compose. Et du coup, l'autre solution, il ne comprenait pas trop à quoi ça correspondait, donc il a dit, bah, si c'est pas de la matière, c'est de l'antimatière. Okay, donc ça, à la base, c'est une équation, c'est une solution mathématique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a déjà capturé, est-ce qu'on a déjà créé, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est la matière, l'antimatière, pardon? Eh bien oui. Parce qu'on arrive non seulement à en capturer, mais on arrive à en créer aussi. Donc c'est une expérience qui a été faite au CERN il y a quelques années. On en avait beaucoup entendu parler dans les médias. Donc le CERN, c'est un laboratoire qui travaille sur l'énergie nucléaire notamment. Qu'est-ce qu'ils ont fait au CERN? Ils ont pris un faisceau laser extrêmement énergétique qu'ils ont focalisé en un point très précis de l'espace. Et en concentrant toute cette énergie en un point très restreint de l'espace, et bien de cet espace est apparu un proton et un antiproton. Okay, et donc on a chopé l'antiproton et on l'a conservé. Alors le problème, bah, qu'est-ce qui se passe si un proton rentre en contact avec un antiproton? Parce que là on a réussi à les séparer, mais du coup si on laisse l'antiproton se balader et qu'il rencontre un autre proton, bah, ça marche aussi avec les électrons, anti-électrons, etc. Qu'est-ce qui va se passer si une particule d'antimatière rencontre une particule de matière? Et bien a priori, ça va péter. Bon, ça va peut-être pas faire une explosion comme ça. Et c'est pour ça que c'est très difficile de les conserver, les particules d'antimatière. Parce que dès lors qu'elles vont rentrer en contact avec des particules de matière, ça va exploser. Donc le CERN, ils ont inventé des capsules comme ça. Donc dedans, c'est du vide. Donc là, on voit les particules d'antimatière au milieu. Okay, donc dedans, c'est le vide. Et on arrive à confiner les particules d'antimatière au milieu du vide pour pas qu'elles aillent toucher les bords du bocal avec des champs magnétiques. Et ça a été rendu célèbre. Donc cette image-là, je ne l'ai pas prise sur le site du CERN. Je l'ai pris dans un film au cinéma. Ce film qui s'appelle Angers Démon, que vous avez certainement vu. En fait, dans le film, donc c'est la suite de Da Vinci Code. Dans le film Angers Démon, en fait, eh bien, les terroristes ont récupéré un truc comme ça, ils l'ont piqué au CERN ou je ne sais pas où, et ils veulent grosso modo casser le morceau de verre pour libérer les particules d'antimatière, pour que ça fasse une bombe, pour que ça explose. Alors juste une petite anecdote, donc c'est une anecdote d'un célèbre physicien américain, donc Richard Feynman, qui est un très bon vulgarisateur aussi en sciences, qui disait à ses étudiants, si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble vachement, que vous êtes droitier et que lui est gaucher, lui serrez pas la main parce que si c'est un anti-vous, vous pourriez tous les deux disparaître dans une explosion extraordinaire. Alors maintenant qu'on a eu plein de notions, on a compris un petit peu ce qu'était la mécanique quantique, eh bien on va revenir sur une expérience initiale de la supraconductivité. Alors déjà un petit point de vue historique, la supraconductivité a été découverte en 1911 par Onnes. Onnes, c'était un expérimentateur, et ce qu'il faisait, c'est qu'il mesurait la résistance du mercure en fonction de la température. Okay, et ce qu'il a constaté, c'est qu'il avait une décroissance de la résistance lorsque la température diminuait. Ça s'explique très très bien avec la mécanique classique. Par contre, d'un seul coup, pour une température critique, la résistance chutait brusquement. Le 10-5 ohm là que vous avez, c'était la précision de son instrument de mesure. Donc Onnes, ce qu'il s'était dit, c'est que la résistance est devenue toute petite. Plus petite en tout cas que la précision de mon instrument de mesure. Et bien en fait, la supraconductivité, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la résistance en dessous de cette température critique, elle n'est pas petite, elle est nulle. Elle est strictement nulle. Et c'est ça qui est super important dans l'effet de la supraconductivité. Alors comment expliquer déjà la décroissance de la résistance avec la température? Prenons un modèle classique.
Ok, on va prendre un modèle de la vie de tous les jours avec des rugbyman. Ok. Alors, on va considérer que les électrons, c'est les petits bonhommes là avec le ballon. Ok, les électrons, ils veulent passer parce qu'on a du courant. Ok. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gros bonhommes qui veulent les empêcher de passer. Les gros bonhommes, nous, dans notre système physique, c'est quoi? C'est les atomes du métal qui vibrent, par exemple, par agitation thermique. Donc ces défenseurs, là, ils bougent sur eux-mêmes parce qu'il fait chaud. Donc il y a une agitation thermique qui est grande. Et grâce à ce modèle, on peut comprendre que lorsque la température est élevée, il y a très peu de petits bonhommes qui vont passer. Donc le courant sera faible, donc la résistance sera grande. Si on diminue la température, les gros bonhommes, ils ont froid, okay, donc ils ne bougent pas trop. On dit que l'agitation thermique est plus faible. Et donc les petits bonhommes, c'est-à-dire les électrons, vont passer plus facilement. Et donc la résistance électrique va diminuer. Ce modèle, c'est intéressant pour expliquer la diminution de la résistance lorsque la température diminue. Par contre, ça n'explique pas du tout la brusque chute de résistance en dessous d'une température critique. Et pour ça, on a besoin de la mécanique quantique. Alors, comment expliquer la supraconductivité avec la mécanique quantique? On doit faire appel à ce qu'on appelle des paires de Cooper. Alors, qu'est-ce que les paires de Cooper? Si on prend déjà ici notre plaque de supraconducteur, ici vous avez des petits électrons. Et ce qu'on a vu au début, c'est que les électrons, ce n'est pas uniquement des particules. On peut leur associer une onde. Okay, c'est la dualité onde-corpuscule. Donc là, mon électron, je lui associe son onde. Okay, donc l'électron, on ne sait pas trop où il est, mais il est par là. Lorsque vous diminuez la température, en fait, l'étendue spatiale de l'onde qui est associée à l'électron va augmenter. Et à une certaine température, les électrons vont se regrouper deux par deux, et leur onde va devenir commune, et c'est ça qu'on appelle les paires de Cooper. C'est lorsque deux électrons se regroupent ensemble. Bon, on peut dire que ça devient des bosons, etc., mais on s'en fiche. Et si on continue encore à diminuer la température, eh bien l'onde associée à ces paires de Cooper va encore augmenter son étendue spatiale. Et à une certaine température, eh bien toutes ces paires de Cooper vont avoir un comportement ondulatoire collectif. C'est ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. Vous l'avez peut-être déjà vu, déjà entendu le terme en tout cas. Et ça arrive d'un seul coup pour une certaine température. Donc nous, dans notre modèle, c'est lorsque toutes ces paires d'électrons vont avoir un comportement ondulatoire collectif. Et pourquoi dans cet état-là de la matière, la résistance est strictement nulle? Parce que la résistance, comme on la quantifie, on va dire que l'électron, pour passer de là à l'autre côté, il va être freiné, il va avoir une certaine résistance. Mais nous, dans notre modèle, l'électron, vu que son onde, elle recouvre l'ensemble du métal, il est partout. Donc il n'a pas de problème de passer au point A au point B, parce qu'il est déjà au 2. Et donc c'est pour ça que la résistance dans un supraconducteur est strictement nulle. Ok, alors que se passe-t-il si on approche un aimant d'un supraconducteur? Donc ce qu'on sait depuis longtemps, vous l'avez vu au lycée, peut-être même au collège, je ne sais pas, c'est qu'un courant peut créer un champ magnétique. Si vous mettez un courant dans une bobine, okay, vous voyez qu'il y a un champ magnétique qui est créé au milieu de la bobine. Donc là, c'est ce qu'on voit avec de la limaille de fer. On voit ce qu'on appelle les lignes de champ magnétique. Deuxième effet, est-ce que l'inverse c'est vrai? Est-ce qu'on peut créer un courant à partir d'un champ magnétique? Eh bien oui, c'est le principe de la dynamo de vélo. C'est-à-dire la variation du champ magnétique dans un conducteur, eh bien ça va créer un courant dans celui-ci. C'est le principe de la dynamo de vélo. Eh bien que se passe-t-il dans notre supraconducteur quand on approche l'aimant? Vous approchez l'aimant du supraconducteur. Okay, donc vous approchez un champ magnétique dans un conducteur. Parce que le supraconducteur, c'est un supraconducteur, donc c'est un conducteur. Et donc vous allez créer un courant dans le supraconducteur. Okay, vous allez créer des courants. Et vu que la résistance du supraconducteur est strictement nulle, eh bien ce courant il va pouvoir tourner en boucle sans jamais être diminué, sans jamais être atténué, puisque la résistance est strictement nulle. Et on vient de voir ici qu'un courant qui tourne, ça crée un champ magnétique. Donc le supraconducteur, à son tour, il va créer un champ magnétique. Et il y a un effet en physique qui est le principe de modération, qui dit que les effets s'opposent aux causes. Et du coup, le champ magnétique créé par le supraconducteur va repousser l'aimant. Et donc, c'est pour ça qu'on voit l'aimant qui lévite au-dessus du supraconducteur. C'est comme ça qu'on arrive à expliquer la supraconductivité. Et ça, dans un supraconducteur, c'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Alors, le problème avec la supraconductivité, c'est qu'il faut descendre à basse température. Et il y a énormément de recherches dans le monde là-dessus, et notamment jusque dans les années 70, il fallait de l'hélium liquide parce que la température critique était aux alentours de 20 Kelvin. Donc ça coûtait extrêmement cher, c'était des expériences extrêmement difficiles à mener.
Il y a eu dans les années 90 la découverte des cuprates. Donc les cuprates, c'est des alliages, enfin c'est des espèces de céramique où il y a du CuO dedans. Et surtout, il y a eu un brusque avancée avec ce cuprate, donc c'est celui qu'on a ici, qui a une température critique qui est supérieure à 80 Kelvin. Donc on peut commencer à faire de la supraconductivité avec de l'azote liquide. Okay, il y a aujourd'hui encore, il y a énormément de travail dans les laboratoires en fait là-dessus. Et vous voyez que petit à petit, on commence à augmenter la température critique, mais on est encore assez loin en fait de la température ambiante. Et c'est le frein principal aujourd'hui, c'est que la supraconductivité, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Okay, avoir un matériau qui a une résistance nulle, c'est extrêmement intéressant. Le problème est que ça ne marche pas à température ambiante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas utilisé partout. Mais le jour où on va trouver des supraconducteurs à température ambiante, eh bien, probablement qu'on va en avoir absolument partout dans les applications de la vie courante. Donc je vous ai parlé seulement de quelques applications, quelques effets. La mécanique quantique, évidemment, c'est bien plus large que ça. Il y a beaucoup plus d'applications. Dans les applications potentielles, futures, qui, j'espère, vont arriver un jour, on peut citer l'ordinateur quantique, la téléportation quantique. Les applications qui sont déjà aujourd'hui utilisées et qui sont nées grâce à la mécanique quantique, eh bien, on peut citer l'imagerie par résonance magnétique, notamment pour faire une IRM, on a besoin d'un fort champ magnétique. Et pour faire un fort champ magnétique, on utilise des supraconducteurs. Toutes les applications qui découlent de la compréhension de la matière, telle l'énergie nucléaire, eh bien, ce sont des applications indirectes de la mécanique quantique. Il y a beaucoup d'effets quantiques dans le GPS, notamment via les horloges atomiques. Et certainement, en fait, l'application qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui, puisque c'est une industrie mondiale qui coûte des milliards de dollars, c'est effectivement les transistors qu'on trouve en fait partout. Dès qu'on a un système électronique, on a des transistors dedans. Et dans les transistors, en fait, on a quasiment que des effets quantiques. Alors juste pour finir, je vous citerai cette phrase de Richard Feynman qui dit que si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est qu'en fait vous ne la comprenez pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention.